Un seul titre dans cette édition d'information. Assemblée générale à la Sogatra. Les détails dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous faire une place dans vos ménages. Encore un climat de tension à la Sogatra. Les principaux syndicats de cette société sont à nouveau montés au créneau ce matin pour dénoncer les incompréhensions qui tournent autour du paiement de leur salaire. Le secrétaire général du Sicotec est au micro d'Arnaud Mbabekoum pour nous faire le résumé de cette rencontre. Pourquoi cette assemblée générale et de quoi il s'agit? Tout simplement parce que aujourd'hui, les agents de la Sogatra ont 6 mois de salaire impayés. Et s'ajoute à cette préoccupation les primes des agents qui ont été coupées depuis le mois de janvier sans aucune raison. Et nous avons aujourd'hui l'assurance maladie Ascoma qui nous couvre souvent et ne preste plus parce que défaut de paiement. Donc tous ces problèmes aujourd'hui nous ont amené ce matin à convoquer une assemblée générale pour expliquer aux agents le bien fondé des activités que nous menons depuis longtemps. Alors quelle est la décision? Bon, la décision, c'est qui ressort, c'est quoi? Il faut déjà là condamner un peu l'attitude de notre employeur, donc la direction générale, qui ne fait rien, qui ne fait pas des efforts. Parce que cette direction générale, depuis janvier 2018, cautionne beaucoup de choses aujourd'hui qui met les agents mal au point. Alors, ces choses-là, parmi ces choses-là, nous avons les coupures des salaires des partenaires sociaux que nous sommes. On nous a coupé les salaires sans aucune raison, sans aucun motif. Un matin, le directeur général signe sur les coupures des salaires d'un certain nombre des agents et ça, nous ne pouvons pas admettre cela. Et à côté de tout cela, il y a déjà les salaires impayés des agents. Aujourd'hui, nous sommes 1050 agents dans ce cadre. Et ces pères et mères de famille qui ont des déboires, des problèmes dans leur ménage, qui n'arrivent plus à arrondir les deux bouts, n'ont plus de soutien, ne savent plus quoi faire, si ce n'est de présenter leur ras-le-bol. Et ce matin, le secrétaire général de Sinatec et bien d'autres syndicats, Sicotec et Sinatrat, ici rassemblés ce matin, ont manifesté leur mécontentement pour interpeller le président de la République, interpeller le gouvernement, le Premier ministre, pour prendre en considération les problèmes de la Sogatra. Parce qu'à Sogatra, ce sont les Gabonais qui travaillent à Sogatra. Nous avons vu ailleurs, 2-3 mois de salaire ont été payés. Pourquoi pas Sogatra? Donc nous pensons que le président de la République va régler le problème de la Sogatra parce que tous les sons qui lui parviennent lui font croire au président que tout va bien à Sogatra. Mais nous disons non, parce que nous ne parlons pas, nous ne montons pas au créneau et les gens se disent mais les choses vont bien à Sogatra, les bus se tournent alors que ça ne va pas. Donc nous disons au président et nous disons au gouvernement que rien ne va à Sogatra. Hier seulement, il y a eu un décès avant-hier. Donc vous voyez, c'est tout le jour comme ça. C'est des gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas traités, parce qu'ils n'ont pas leur salaire, qui s'attrapent la tension. Et ça, nous ne pouvons plus cautionner ce genre de traitement. Donc ce matin, les agents ont été édifiés énormément. Et nous pensons qu'après notre action que nous allons tout à l'heure vers les autorités du Trésor pour en savoir plus, parce que nous avons quand même 2 mois que le gouvernement a viré dans le circuit du Trésor. Nous allons voir avec le Trésor pourquoi ne pas nous donner rapidement un calendrier provisoire qui pourra payer les agents de la Sogatra à la veille de la rentrée scolaire qui se pointe à l'horizon. Nous avons des enfants qu'on doit inscrire, nous avons beaucoup de choses qu'on doit régler, les foyers qu'on doit payer. Donc ça, nous allons faire une autre communication, certainement au cours de la semaine ou la semaine prochaine. Nous allons donner suite à notre mouvement, action que nous allons mener ce matin.
À son quartier général d'Awenje, la dynamique unitaire a fait une importante communication relative aux heurts dont ils ont été confrontés lors de leur sortie par rapport à la marche de contestation sur les mesures d'austérité, laquelle devrait se tenir au rond-point de la démocratie. C'est en présence de Frama Biogezo. Prévu se tenir le 28 août dernier au rond-point de la démocratie, c'est finalement tard dans la nuit du 27 août que Dynamique Unitaire serait informée de l'annulation pure et simple de sa marche par le ministère de l'Intérieur, bien qu'ayant rempli préalablement toutes les conditions exigées pour la tenue du présent événement. Conséquence, 11 des membres de Dynamique Unitaire furent arrêtés sans explication. Rémi, pourtant en liberté, Jean-Rémy Yama et les siens ne décolèrent pas. Ils promettent non seulement de porter plainte, mais aussi de poursuivre cette lutte légale, que les coupables des détournements des deniers publics en payent le prix. Pas question pour l'agent public de subir les conséquences des mesures d'austérité auxquelles ils ne sont pas comptables. Faire la conférence de presse ce jour, suite aux événements malheureux d'hier, c'est-à-dire du mardi 28 août 2018. En effet, la marche prévue par les 4 organisations syndicales, à savoir Dynamique Unitaire, le SAMTAC, le CIPROCOM et le SINAFOPA, a été, je dirais, empêchée, contrairement en violation des textes en vigueur, par un dispositif impressionnant de sécurité qui a procédé aux enlèvements, je dis bien aux enlèvements arbitraires de certains syndicalistes. On déplore plus d'une trentaine d'arrestations, et parmi lesquelles les 3 présidents des autres organisations, à savoir donc le SINAFOPA, le SAMTAC et le CIPROCOM, qui ont été gardés pendant plusieurs heures par les forces de sécurité et de défense, plus exactement la police nationale. Alors, nous tenons à clarifier un certain nombre de choses. Cette marche a suivi les procédures légales par rapport à la loi 1/2017 qui porte sur donc, les manifestations publiques en République gabonaise. Nous avons saisi le 14 août officiellement le ministre de l'Intérieur par voie d'huissier 2 correspondances. La première relative donc au recours. On voit bien cette correspondance a été déchargée par la secrétaire particulière du ministre le 14 août 2018 à 11h. Voilà, 11h59. C'est bel et bien écrit. La deuxième correspondance, la même chose, par notification d'huissier. Et celle-là concernait donc la déclaration de la marche du 28 août. Donc cette marche a été bel et bien déclarée. Nous demandons purement et simplement sa démission. Parce que dans un pays de droit, de tels actes sont inadmissibles. On ne peut pas enlever des pères et des mères de famille pour les garder pendant plusieurs heures sans liberté, tout simplement parce que le ministre a failli dans sa mission. Selon certaines langues, une marche pour le soutien des mesures dites d'austérité serait en préparation. Les auteurs de cet événement, qui ne fait pas l'unanimité, ceux-là qui détiennent les leviers de l'État, Dynamique Unitaire met en garde le gouvernement et prend à témoin la communauté internationale sur les éventuels débordements qui en découleraient, sachant que Dynamique Unitaire et l'ensemble de ses membres ont été interdits de procéder à une marche.
Rien à voir avec ce qui précède. Les membres élus du bureau du conseil municipal de la commune d'Ovando se sont retrouvés hier pour examiner et adopter l'exercice 2016 par rapport au budget qui doit être vérifié. Les précisions avec Ephraim Bioguezo. Réunis en session ordinaire autour de l'édit de la commune d'Ovando, les membres du conseil ont mis à profit cette rencontre, laquelle a lieu à un mois de la fin de leurs mandats respectifs, afin d'examiner la lecture et adoption du procès verbal de la session ordinaire du conseil municipal en date du 6 octobre 2017, relative à l'examen et adoption du compte administratif de l'exercice 2016. La lecture du compte rendu de la commission économique et financière du 15 août 2018, examen et adoption du compte administratif de l'exercice 2017, suivi de la lecture de la note de présentation, mais aussi de l'examen et vote de la délibération numéro 07, PE, DKM, CO, CM, SG du 28 août 2018. Le tour de table ainsi déroulé a fini par produire l'écho espéré. Donc, le compte administratif, c'est le contrôle que les conseillers exercent sur la gestion du maire. Et comme vous l'avez si bien constaté, le compte est bon. Et le bilan il est positif parce que ce compte est excédentaire de plus de 500 millions. Ce qui veut dire qu'il y a eu une bonne gestion au cours de l'année 2017, puisque c'est le compte administratif exercice 2017 qui dégage un compte excédentaire de 585 millions. Alors c'est un conseil municipal qui se tient à quelques semaines avant la fin de votre mandat. Pouvons-nous déjà parler d'un bilan? Qu'est-ce que vous jugez des actions que vous avez posées tout au long de votre mandature, de façon générale? Oui, si on peut le dire ainsi, parce que vous avez suivi dans mon intervention, j'ai esquissé quelques réalisations qui ont été faites par le bureau du conseil sortant, puisque dans un mois, nous allons repartir vers le peuple, nous rendons nos tabliers au peuple pour qu'ils élisent des nouveaux gestionnaires pour la ville de Ovando. Le bilan, comme je le disais, il est positif parce que lorsque nous sommes rentrés en fonction, le budget de la commune de Ovando s'élevait à 896 millions. Aujourd'hui, nous sommes fiers, nous partons de là avec 3 milliards 777 millions de budget, avec un montant cumulé. Il y a exactement 8 ans jour pour jour, depuis que Jeanne Bagou et son équipe sont aux commandes de la commune d'Ovando. À leur arrivée, le budget de fonctionnement de la dite administration n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Le bilan, comme je le disais, il est positif parce que lorsque nous sommes rentrés en fonction, le budget de la commune d'Ovando s'élevait à 896 millions. Aujourd'hui, nous sommes fiers, nous partons de là avec 3 milliards 777 millions de budget, avec un montant cumulé de 8 milliards 995 millions. Cela veut dire que nous n'avons pas démérité, nous avons très bien travaillé, nos résultats sont satisfaisants. Et je dirais même que la transformation de la ville d'Ovando, ça il faut le mettre à notre actif, que lorsque vous traversiez le pont, c'est le pont Numba qui vous accueillait, donc le village des pêcheurs. Mais aujourd'hui, Ovando ressemble à une ville et une ville moderne. Et c'est une fierté pour nous, conseil municipal et membres du bureau sortant, parce que sincèrement nous avons fait notre travail, c'est celui de développer la ville de Ovando. Ce sont les objectifs qu'on s'était fixés lors de la prise de fonction à la tête de cette institution-là. Reste cependant à la nouvelle équipe de poursuivre l'œuvre qui a été entamée. Le compte administratif de l'exercice 2016 a été examiné et adopté par les membres du bureau du conseil municipal de la commune d'Ovando. Sur un tout autre plan, le président fondateur de l'auto-école, elle et lui, au cours d'une interview qu'il a accordée à notre rédaction, a interpellé les automobilistes qui préfèrent se faire former sur le tas au lieu d'une auto-école, sur le danger que cela comporte. Il est face à la caméra de Mosconi Ngomba. Il ne se passe plus un jour sans pour autant que l'on enregistre des cas d'accident de la circulation.
Une situation qui tire son origine dans la non-connaissance des b.a.-ba du code de la route. Nombre de personnes se lancent dans la conduite sans pour autant passer par une auto-école de qualité pour acquérir des connaissances relatives. D'où la nécessité pour notre rédaction de parler de l'importance de connaître les panneaux de signalisation. La signalisation est sur 3 facteurs. Le premier facteur, c'est la signalisation horizontale, la signalisation verticale et la signalisation lumineuse. C'est quoi une signalisation lumineuse? C'est l'ensemble de toutes les informations que nous présentent les informations de la signalisation. C'est quoi une signalisation verticale? C'est l'ensemble de toutes les informations que nous présentent les panneaux de signalisation. C'est quoi une signalisation horizontale? C'est l'ensemble de toutes les lignes peintes sur la chaussée. Qui nous annonce les travaux. Donc c'est un panneau temporaire. Il est implanté juste là, en ce moment, parce qu'il y a des travaux. Et le P? Le P, parking. Il nous annonce qu'on peut se stationner ici. On peut marquer l'arrêt là, comme on peut aussi se stationner. C'est-à-dire que c'est un endroit réservé pour le stationnement, ou l'arrêt aussi. Et là, nous avons le panneau d'interdiction qui nous annonce la limitation de vitesse à 30 km/h. Cependant, plusieurs optent pour la facilité en apprenant sur le tas, au lieu de se rendre dans une auto-école agréée. Pour ces élèves que nous avons surpris en pleine séance de cours, tout se passe dans de bonnes conditions. En venant ici, j'avais d'abord peur de donner mon argent et tout, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment, mais quand j'ai payé et j'ai commencé les cours, il faut dire que le cadre il est approprié et les cours sont vraiment bien donnés, expliqués, le moniteur il est toujours présent et bon d'abord bien regarder, mais aussi elle et lui c'est on va dire une bonne école, parce que lorsque j'en parle à mes amis et tout, ils me disent que vraiment c'est une école fiable et tout, et aussi que la conduite avant c'était perçu comme voilà quoi, pour les personnes vraiment riches, alors que aujourd'hui ça devient une nécessité. Donc voici pourquoi, bien qu'étant jeune, je me suis inscrite à l'auto-école. Bon, j'ai retenu beaucoup de choses, par exemple le permis de conduire, la définition du permis de conduire, le code de la route, les différentes routes. Bon, on fait beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses. Alors, donc tu n'es pas déçu de venir participer? Non. Ici, déjà, ici, il y a la ponctualité. Et puis, les cours, c'est 3 fois par semaine. Et puis, bon, j'ai la possibilité de rattraper un jour, ce n'est pas. Bon, si je ne suis pas venu, par exemple, lundi, le mercredi, je viens et le vendredi. L'école et lui, parce que ici, le cadre est approprié. On a les bons encadrants, un bon moniteur. De ne pas avoir peur de venir ici essayer pour faire l'auto-école pour avoir le permis comme nous. Donc venez. Eu égard à ce qui précède, on est tenté de se poser la question de savoir à qui devrait-on délivrer le permis de conduire et qui est habilité de présenter les candidats à cet examen. Seules les autorités compétentes peuvent y répondre. Selon l'étude révélée par Africascope 2018, 9% seulement de Gabonais consacrent du temps à regarder les chaînes nationales contre 91% qui préfèrent les chaînes internationales et panafricaines, un désintérêt dû notamment à la médiocrité des programmes. C'est ce que nous rapporte ici Pierre Parfait en Badikombe. Programme des chaînes nationales toujours boudé par les téléspectateurs gabonais. Selon les premiers résultats de l'étude média de référence en Afrique subsaharienne Africascope, publiée le 27 août 2018 par Cantan TNS, au Gabon, 87% de la population souscrivent à une offre de télévision payante. La part des Gabonais qui regardent la télévision quotidiennement représente 95%, pour une durée d'écoute moyenne quotidienne par individu de 4h10, soit une baisse de 35 minutes par rapport à 2016. Au cours de ces temps d'audience, seulement 9% sont consacrés aux chaînes nationales, contre 91% aux chaînes internationales et panafricaines. Offrez-vous le meilleur du divertissement. Les chaînes internationales et panafricaines les plus regardées au Gabon sont principalement celles de divertissement et d'information, telles que Novelas TV, Trace Africa, TV5 Monde, Canal Plus Sport, Nollywood TV et France 24. L'étude de la radio connaît quant à elle une progression de son audience.
atteignant 90% au Gabon pour les stations locales, dont Urban FM à Libreville, la plus écoutée. En ce qui concerne les stations internationales, RFI est présente dans le top 3 des radios les plus écoutées dans 7 des 8 pays étudiés. Les premiers résultats de cette étude interviennent au moment où, il y a quelques mois, pour remédier aux insuffisances observées dans la pratique des hommes et femmes des médias et dans le cadre de l'amélioration du paysage audiovisuel national, plusieurs castings, notamment pour la présentation du journal télévisé, ont été initiés à Gabon Première et Gabon 24. Visiblement, sans résultat probant, les Gabonais restent scotchés aux chaînes internationales et panafricaines. Et toujours au sujet de ce désintérêt des Gabonais pour leur chaîne nationale, nos reporters ont promené leur micro dans plusieurs quartiers de la capitale pour recueillir leurs avis. Ils sont au micro, une fois de plus, de Pierre Parfait Mbadikoum. Beaucoup de manquements. À la chaîne 1, Gabon 24. Oh, les programmes de chaînes gabonaises ne sont pas vraiment satisfaisants parce que nous n'avons pas vraiment les informations qu'il nous faut à la place qu'il faut. Donc pour moi je dirais il faut qu'on revoie un peu le ministère de la télécommunication. Pourquoi cela n'est pas aussi correct comme on le veut? Bon, pour moi la chaîne publique, il ne faut pas aller trop dans ce domaine parce que nous savons que dans notre société, les chaînes publiques appartiennent au système. Donc tout ce qu'on peut critiquer ne peut pas sortir de la chaîne publique. C'est pour ça que nous sommes vraiment vertus à dire que tout ce qu'on peut écouter, qui a la sensibilité dans notre pays pour informer la population, nous vient des chaînes privées. Ben non, on ne montre rien d'intéressant. On est obligé de passer aux chaînes étrangères. On ne nous montre rien au Gabon. Je ne peux pas vous dire plus parce que je ne suis pas les chaînes publiques gabonaises parce que le contenu n'est pas intéressant. Bon, mais il y a quelques bonnes émissions, mais comme j'ai une vue globale de l'ensemble, je regarde très rarement. Et puis, notre pays passe des moments, je ne sais pas comment dire, c'est des moments historiques. Et les médias doivent faire leur boulot, former les masses, malheureusement ils ne le font pas. Il faut bien que je regarde le contenu en détail pour bien critiquer, mais de manière générale, le contenu n'est pas bon. L'actualité hors de nos frontières nous amènera en Amérique, précisément à Porto Rico, où l'ouragan Maria, qui avait frappé en septembre dernier, a fait près de 3000 morts sur l'île dans les 6 mois qui ont suivi la catastrophe. Un bilan officiel publié mardi, bien loin de 64 morts initialement rapportés. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Un bilan 46 fois supérieur à celui qui avait été présenté il y a presque un an. Après l'ouragan Maria en septembre 2017, les autorités de Porto Rico avaient évalué le nombre de morts à 64. Aujourd'hui, selon une étude indépendante validée par le gouvernement, 2975 personnes auraient péri dans les 6 mois suivant la catastrophe. Un chiffre qui prend en compte les décès causés directement et indirectement par l'ouragan. Sont comptabilisés par exemple les personnes décédées alors qu'elles n'avaient pas eu accès à des médecins ou à des pharmacies après le drame, ou encore celles qui, faute d'électricité, n'ont pas pu être maintenues en vie par les respirateurs artificiels. À l'époque, le gouvernement fédéral avait beaucoup été critiqué pour son manque de réactivité. Il est temps de montrer de la solidarité à tous ceux qui ont perdu de la famille ou des amis. Il est aussi temps de réfléchir à ce que l'on a bien fait et ce que l'on a mal fait, afin de savoir comment corriger ce que l'on a mal fait et de ne plus reproduire ces erreurs à l'avenir. Durant plusieurs mois, de nombreux habitants de l'île ont été privés d'électricité et d'eau potable et n'avaient pas accès aux routes. Une situation alarmante qui aurait à l'époque été sous-estimée par Donald Trump. 2 semaines après la catastrophe, le président américain s'était rendu à Porto Rico, qui est l'un des 5 territoires appartenant aux États-Unis. Sa gestion de la crise avait été critiquée. Ces images du président tout sourire
lançant du papier essuie-tout à la foule, avait fait le tour du monde. Donald Trump avait également été accusé d'avoir donné la priorité au Texas et à la Louisiane, touchés un peu plus tôt par l'ouragan Harvey. De retour à Libreville, avant l'entrée en lice de la saison sportive des filles, des différents clubs évoluant sur le territoire national affûtent déjà leurs armes. Surpris par notre équipe de reporters, l'ambiance était au rendez-vous. C'est ce que nous rapporte ici Yasser Nicolandon dans ce reportage. Elles étaient toutes nombreuses hier à leur camp d'entraînement, ces jeunes filles des différents clubs de football national préparaient la nouvelle saison sportive qui pointe à l'horizon et leur objectif à ce jour. La condition physique, l'emplacement tactique étaient les éléments clés mis en exergue. Bien que ne disposant pas de structure fiable pour un championnat de qualité ou d'une sélection nationale, ces jeunes filles affûtent avec sérénité leurs armes dans le but de ne pas tuer le rêve qu'elles entendent bien réaliser. Autour de moi, nous avons des filles qui ont des qualités, qui ont du talent, mais c'est dommage parce que nous n'avons pas des personnes qui puissent nous aider afin de sortir de cela. Mais au milieu du football, je me sens bien, je crois que j'ai la capacité d'y arriver. Bon, déjà, mon objectif, ce n'est pas de me limiter seulement au football gabonais, non. Je rêve, je vois plus loin parce que je crois en moi-même et je crois à mes qualités. Je crois que je peux exploser quelque part si j'ai la grâce ou l'opportunité un jour que Dieu me fait grâce de sortir et je crois que je vais exploser. Bon, j'ai commencé depuis ma petitesse. C'est depuis mon bas âge que je joue au foot. Je me sens bien, mais pas vraiment en tant que tel, parce que ici, dans mon pays, c'est pas la joie. Alors, on joue, mais oui, il n'y a pas de motivation en tant que tel. Mais si on continue à jouer, c'est parce qu'on aime ce qu'on fait. C'est une passion en fait. Oui, j'en ai plein. C'est juste pour cela que je travaille tout le temps. Pour ces jeunes filles, leur souhait de vivre leur rêve se meurt à petit feu, sous le regard influent des autorités sportives nationales. Combien de litres d'eau consomme un éléphant adulte en moyenne? C'est la question qui vous a été posée dans votre rubrique Expression libre, les éléments de réponse au micro d'Oltman Aldo Mabunda face à la caméra de Vitalis Komba. On peut dire 2 par jour. Je ne connais pas. Adulte, un éléphant adulte. Et peut-être 50 litres. Adulte consomme en moyenne. Un éléphant adulte. À mon avis, par jour, c'est ce que vous voulez dire? À mon avis, moi j'ai dit un éléphant adulte peut consommer peut-être une affaire de 150 litres d'eau par jour. Un éléphant adulte. Merci. Combien de litres d'eau un éléphant adulte consomme en moyenne? Je ne sais pas. Un éléphant adulte consomme en moyenne. Ça, c'est quoi? Ah, ça me moi, je n'ai pas l'idée. Mais je ne peux pas jouer à hasard sur quelque chose que je ne connais pas. Normalement, il doit consommer même, on peut dire 60 ou 50. À la journée, hein. Mais non la nuit, on peut aussi dire encore la même chose aussi. 60 ou 40. Voilà, 120, comme ça. Ah non, mon frère, ça là, c'est un peu dur. C'est un peu dur pour moi pour répondre. Bon, j'ignore cette question, vraiment, je ne peux pas la répondre. Un éléphant adulte consomme en moyenne? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. J'essaie de voir l'éléphant. Combien de litres d'eau? 25. Un éléphant adulte consomme combien de litres d'eau en moyenne? Reposez la question s'il vous plaît. Combien de litres d'eau un éléphant adulte consomme en moyenne? Ah, je n'ai pas aucune idée. Un éléphant adulte qui est vieux consomme combien de litres d'eau? Je ne peux pas répondre à cette question, hein. C'est difficile.
Là, je n'ai aucune... Un éléphant adulte. Combien de litres d'eau il consomme en Bon, moyenne? je vais dire, selon mon idée, à 200 litres. Hein. D'accord. Une seule bonne réponse pour ceux qui l'ignoraient encore. Un éléphant adulte consomme en moyenne 200 litres d'eau. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information réalisée de Maître par l'incontournable David Mitola. Merci pour votre fidélité. Bonne nuit chez vous et bonne suite de programmes sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.